Coucou tout le monde, nous voici pour la nouvelle vidéo du dimanche et nous voici pour le premier update lecture du mois de mars. Alors mars est un début de mois vraiment excellent parce que j'ai fini des séries, j'ai continué des séries. J'en ai commencé quelques-unes et surtout, j'ai vaincu deux petites peurs. J'ai relu une série que j'avais abandonnée à sa sortie et surtout, j'ai dépassé pour cette série-là en tout cas, j'ai dépassé ma phobie des gros pavés. Voilà, j'ai lu le plus gros livre de toute ma vie en ce début de mois de mars. J'ai lu du coup 14 livres en ce début de mois de mars, donc à peu près un par jour, avec 3 graphiques, un roman jeunesse et après tout le reste ce sont des romantésies. Et j'ai lu aussi pas mal en e-book. Donc sur les 14, là j'en ai devant moi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc j'ai lu 5 e-books. Voilà, donc c'est très bien pour le porte-monnaie. Donc on va commencer de suite. Alors pour commencer, je vais vous parler d'une série à part entière, vu que c'est une série que j'ai terminée. Il s'agit de la trilogie de Elsie Blake, La Reine sans couronne. Donc nous avons le tome 2 et 3 juste ici. Donc c'est une auto-édité française que j'aimerais bien rencontrer un jour parce que j'ai vraiment adoré cette trilogie. C'est un vrai coup de cœur. Je l'ai déjà mis dans mon top 5 début 2026. Donc on est sur une trilogie de romantaisie avec des dragons, des dragonniers, des cours de vol, des cours de bataille. On a des secrets cachés entre deux continents, un enemies to lovers. Vraiment, il y a tout ce qu'il faut pour faire une superbe fantasy, d'autant plus que la romance ne prend pas non plus énormément le pas sur l'histoire en elle-même. Et vraiment, les intrigues politiques, les intrigues de cour, les intrigues de stratégie militaire ont vraiment une place super importante et je me suis vraiment régalée. Les dragons prennent aussi une très grande place parce que du coup, elle n'est pas censée, normalement cette jeune femme qui est du coup la princesse déchue parce que son royaume a été attaqué, elle pense être la seule survivante entre ses deux pères et ses deux frères, elle pense être la seule survivante, elle va devoir, pour survivre, faire confiance à l'ennemi pour l'expatrier de son pays parce que peut-être que à l'autre bout, donc à l'opposé, il y a un autre continent, peut-être que elle pourra trouver des alliés. Donc voilà, là c'est son royaume à elle, et là c'est le territoire ennemi, et c'est là qu'elle pense pouvoir peut-être trouver des alliés pour récupérer son royaume. Mais il y a une guerre qui dure depuis 500-600 ans, donc c'est quand même très compliqué de s'adapter dans ce nouvel environnement, avec ces nouvelles personnes, tout ce qu'on découvre et tout, et donc j'ai trouvé le développement vraiment super bien. Là je vous montre le tome 2 et 3, parce que le tome 1 je l'ai lu en e-book quand j'étais au ski, et même là en vrai on est quand même sur une brique. Celui-là encore ça va, mais alors je me suis dépassée, c'est pas le plus gros que j'ai lu, hein, vous le verrez après, mais voilà, on est sur du 500 pages le tome 2, et le tome 3 on est sur du 664 pages. Voilà, vraiment. Et le tome 2, je l'ai lu en un jour, et le tome 3, je l'ai lu en un jour aussi. C'est tellement addictif, tellement bien écrit. Il y a seulement, à la fin du tome 3, j'ai un petit peu fait défiler les pages, parce que c'est vrai que les batailles finales et tout, c'est super intéressant. Je lis ce qui est important, mais après, quand c'est des histoires de combat et tout, ça m'intéresse pas énormément. Moi je veux vraiment savoir ce qui va se passer à la fin, mais toutes les scènes de bataille, pour ce que j'en ai lu, sont vraiment très bien décrites, même si la bataille finale je l'ai un peu mis en mode rapide, mais tout le reste c'était vraiment génial. Je vais leur faire un superbe jaspage, et surtout l'autrice est en train de sortir une intégrale du tome 1 et 2 en relié, jaspé, tout ce que vous voulez. Une superbe campagne. Seulement pour l'instant j'ai pas les moyens de m'offrir cette intégrale, mais je pense que je vais essayer de me trouver le tome 1 en occasion pour avoir la trilogie entière, parce que c'est vraiment une trilogie coup de cœur, pour pouvoir faire je vais essayer
de faire un jaspage sur trois livres, on va voir ce que ça donne. Mais voilà, c'est vraiment une très très bonne lecture, vous pouvez y aller les yeux fermés, tout est super bien développé, on ne s'ennuie pas, il y a toujours du mouvement, il y a des relations qui sont extrêmement importantes, extrêmement belles à voir se développer. Et voilà, vraiment, c'était que du bonheur, vraiment un très très grand bonheur, un très très grand coup de cœur. Ensuite, donc, si on parle chronologiquement parlant, je vais vous parler direct de mon objectif que je ne pensais pas atteindre. Donc, je voulais lire des grosses pavasses. Hein. Donc, Souveraine Ardente, 642, voilà, on y est. Mais surtout, je voulais essayer de relire une série que j'avais abandonnée lorsqu'elle était sortie. Et donc, je me suis lancée dedans avec, quand même, il faut se dire, peu d'espoir. Mais au final, ça a plutôt bien marché. J'ai compris pourquoi on aimait cette série. J'ai compris pourquoi on en parlait autant. Et je vous parle de Fourth Wing. Donc là, à l'heure actuelle, j'ai lu les 2 premiers tomes. Donc j'ai lu le premier tome le 4 mars. Et le deuxième tome, là, je l'ai lu le 13 mars, donc vendredi. Il m'a fallu 2 jours pour chacun, mais ce n'est pas un problème de rythme ou un problème de page en soi, parce que celui-là, 642, je l'ai lu en un jour, c'est pas un problème de page, mais c'est un problème d'écriture. La police, mais alors, elle est minuscule. Elle est vraiment toute petite. Comparée à là, voilà, le temps est divisé par 2. C'est-à-dire que là, en une demi-heure, je lis 50 pages. Là, en une demi-heure, j'en lis la moitié, quoi, 26, 27. Donc, voilà, c'était extrêmement dur pour mes yeux. Je comprends pas pourquoi c'est écrit aussi petit, mais bon. Donc, en tout cas, ça l'a fait pour moi. J'ai bien accroché au premier tome, mais je pense qu'en fait, au moment où je l'ai lu, donc à sa sortie, je n'avais pas autant lu de romantaisie comme là, c'est le cas maintenant. Et du coup, je manquais d'expérience, je manquais de recul, je manquais de connaissances. Et donc, du coup, je pense que c'est pour ça que ça l'a pas fait à l'époque. Maintenant, parce que c'est quand même un énorme morceau, hein, cette saga est quand même très très compliquée, très complexe. Je dirais que c'est au même stade qu'Harry Potter. C'est vraiment, il y a énormément d'infos, tout est à réapprendre et tout. Donc, il y a quand même beaucoup de choses à se remémorer, à comprendre, parce qu'il y a quand même toute une histoire. Ça, j'ai bien aimé, il y a quand même toute une histoire du continent avec les dragons, vraiment une histoire très ancienne avec ces scribes qui les portent, qui est quand même très compliquée et qui remonte sur des centaines d'années. Donc, il y a quand même une recherche historique qui est énorme et qu'il faut imprégner. Et j'ai trouvé vraiment très très bien cette série, bien que dans le tome 2, il faut que je vous dise, la romance, pour moi par contre, elle est pas si exceptionnelle que ça, c'est pas ma préférée. Vraiment, Xaden et Violette, ils me vendent pas vraiment du rêve. Par contre, si vous voulez du rêve, lisez cette série plutôt pour une vraie romance avec des personnages qui sont beaucoup plus matures, qui savent ce qu'ils veulent ou qui sont capables de pardonner, qui sont capables de prendre du recul, etc. Là, on n'est pas du tout dans ça. Et autant dans celui-là, ça passait parce que c'est les débuts, c'est normal qu'ils se fassent pas confiance, c'est normal qu'ils se méfient, machin et tout. Mais là, dans celui-là, ça m'a un peu gonflé parce que c'était un peu en avant, 3 pas en arrière, un pas en avant, 3 pas en arrière. Et il faut que tu me dises tout, et si tu me dis pas tout, machin, et je t'aime pas, mais je t'aime, mais il faut pas que je te le dise. Ça m'a gonflé, ça m'a vraiment gonflé cette histoire-là dans Iron Flame. J'espère que dans Onyx Storm, que je vais lire mardi là, le 17 mars, je vais lire le 3e. J'espère qu'ils auront pris du plomb dans la cervelle, parce que vraiment, heureusement que tout le reste est super intéressant, heureusement qu'on a des personnages secondaires super intéressants, heureusement qu'on a des dragons, heureusement qu'on a des guerres, des complots. Heureusement qu'il y a tout ça, et que ça ne se repose pas que sur la romance de Xaden et Violette, parce que vraiment, là, dans le tome 2, je pouvais vraiment pas m'éblérer. Ça ne vendait pas du tout de rêve. Limite, cette romance, dans le tome 2, n'était pas du tout crédible, parce que ça ne se repose sur rien, ça se repose sur des manques de confiance, sur des moi je t'ai menti, alors je te mens en retour, et toi tu m'as fait ça, alors je te fais ça en retour. Voilà, c'est vraiment très très gamin. Et je trouve ça nul, parce que ils sont censés quand même, après avoir vécu tout ce qu'ils ont vécu, ils sont censés avoir pris quand même un peu de plomb dans la tête et de se dire que si le mec refuse de me dire un secret qui ne lui appartient pas, ce n'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas son secret, c'est pas à lui de le dire, et je peux pas lui en vouloir pour ça. Et là, ce qui me fait peur, c'est que dans le tome 2, on a
une fin où il y a quelque chose qui va se passer pour Xaden, mais ça va pas être de sa faute. Et vu le comportement de Violette, j'ai peur que dans le tome 3, on reparte sur ah oui, mais je peux pas être avec lui, et puis oui, mais je l'aime, alors tant pis, et puis ouais, ben non, en fait, même si je l'aime, et même si avec lui au lit, c'est génial, je peux pas, c'est pas bien, machin, j'ai peur que on reparte encore dans les trucs, alors que là, vraiment, si elle réagit comme ça, alors que Xaden vraiment n'y est pour rien, ça va me gonfler. Ça va me gonfler, et bon, voilà, en plus, les scènes de Smut sont pas mal, mais dans celle-là, il y en a quelques-unes, mais elles sont beaucoup plus saines et beaucoup plus romantiques, beaucoup plus normales. Où là, c'est, ils font ça vite fait sur le trône, par exemple. Et puis 2 secondes après, c'est bon, ils repartent, ils reparlent d'autre chose, comme si de rien n'était, quoi. Donc ça vend pas vraiment de rêve. Mais heureusement, comme je vous dis, que tout le contexte extérieur marche très très bien, parce que la romance, pour moi, ne me fait pas rêver. On verra du coup avec Onyx Storm, hein, vous le verrez à la fin du mois, si je suis toujours pas du tout emballée par cette romance ou pas. Ensuite, j'ai lu Le Chant du Dragon, donc le tome 1, La Symphonie des Cendres de Karina Espinosa chez Alter Real. Alors, c'est une romantésie basée sur sur un dragon métamorphe et une jeune fille qui va se retrouver dans un monde inconnu à la place d'une autre personne. Elle va... si vous voulez, c'est une cascadeuse à Los Angeles, enfin à Hollywood, c'est une cascadeuse, et elle va devoir faire une cascade au fond d'un lac. Et au moment où elle plonge dans le lac, elle va voir comme un espèce de portail au fond du lac avec une autre personne en face qui lui ressemble énormément. Et elles vont switcher. Donc la personne qui vient du monde de fantasy va se retrouver chez les humains, et notre héroïne humaine va se retrouver dans le monde de fantasy. Et dans ce monde de fantasy, on a un jeune homme qui est un métamorphe dragon, du coup, et qui est, si vous voulez, exilé de son propre royaume, de sa propre famille, parce que il est jugé trop faible. Bon, il est écarté, quoi. Vous verrez pourquoi dans l'histoire. Et, si vous voulez, pour se défaire de ce carcan, il est censé retrouver son âme sœur. Et son âme sœur se retrouve être peut-être notre jeune héroïne, qui ne connaît rien au code et qui surtout se retrouve à la place d'un personnage très très méchant, très très pessimiste. Donc tout le monde est surprise du nouveau comportement de cette personne, et donc elle va devoir essayer soit de coller au personnage que tout le monde connaît, soit elle va prendre la chance de changer et peut-être... rester dans ce monde-là, ou dans ce monde des humains. Bon, il faut pas se cacher qu'elle va surtout chercher à rentrer chez elle. Mais on est sur un premier tome, donc assez introductif, mais en cette fin de premier tome, on a quand même le doute de savoir si, oui ou non, elle va vraiment rentrer dans le royaume des humains, parce que, eh bien, elle va se rapprocher de ce métamorphe dragon, de ce roi dragon, et qu'elle commence à se poser des questions sur ses sentiments. Donc, c'est un livre auquel j'ai mis 3,5 sur 5 parce que il y a quand même pas mal de longueur où on est beaucoup dans les séances de thé, les trucs à la cour qui se passent, qui sont un peu chiants. Et en fait, les moments vraiment conformes à la fantasy, donc où vraiment on est avec les dragons, on est dans la prophétie, dans les âmes sœurs, machin, ils sont quand même relativement courts. Mais voilà, c'est un tome introductif. Donc je pense que les prochains tomes, je sais pas combien il y en aura, il n'y a même pas de date encore pour le tome 2, parce que ce tome 1 n'est sorti que le 22 janvier. Je pense que je lirai la suite quand même, parce que j'ai bien aimé cette histoire de prophétie et d'âmes sœurs. Je lis très peu de bouquins où on a des âmes sœurs. J'ai bien aimé, mais voilà, c'est vrai que il y avait quelques longueurs, quelques trucs qui étaient un petit peu cucugnangnang, mais le caractère de notre jeune fille, qui je ne sais plus comment elle s'appelle, alors elle va prendre la place de Arya Ryder. Et le prince métamorphe s'appelle Damien Draconard. Son caractère est quand même bien épicé, bien drôle, elle se laisse pas faire, elle sait combattre parce que c'est une ancienne soldate. Donc tout ça fait que c'est quand même intéressant à suivre, c'était intéressant à lire. Heureusement que c'était pas un long roman, on est sur du 340 pages. Bien que, à mon avis, ça aurait pu être un peu plus court.
si on enlevait un petit peu les trucs un peu cucugnangnang. Mais voilà, c'était quand même plutôt pas mal. Si vous avez, moi je l'avais lu en fait je l'avais lu juste après Fourth Wing, pour un truc un peu plus léger, un peu moins prise de tête, plus court et tout. Ça m'a fait du bien après Fourth Wing. Voilà, je pense que c'est un livre qui est plutôt passerelle, parce que du coup j'ai fini donc La Reine sans couronne tome 1, j'ai lu Fourth Wing, j'ai lu la Symphonie des Cendres, et après j'ai attaqué la fin de cette série. Donc voilà, je pense que en tant que charnière, ça passe plutôt bien quand on veut des trucs un petit peu plus légers, des choses comme ça. Mais c'est vrai que si vous le lisez comme ça, sans forcément avoir d'a priori, ça peut paraître un petit peu léger, un petit peu cucugnangnang, sans trop forcément de profondeur et sans trop de prise de tête, en prenant juste les éléments qui marchent et en mettre et en faire une tambouille qui marche bien commercialement. Mais je pense que je lirai quand même le tome 2 parce que je suis quand même curieuse, hein, ça m'a quand même pris cette histoire d'âme sœur et de dragon, mais je pense que je l'achèterai pas. Heureusement que là je l'ai eu au format e-book. Le tome 2 sera aussi au format e-book, je pense, je ne l'achèterai pas au format papier parce que je pense que ça ne vaut pas le coup. Ensuite, donc nous allons parler maintenant des choses que j'ai lues niveau graphique et jeunesse. Donc, une fois que j'ai fini le tome 3 de La Reine sans couronne, qui m'avait mis une grosse claque, j'avais pas super envie de me lancer dans Iron Flame de suite après celui-là, là, parce que vraiment j'étais encore dans les personnages, j'étais encore dans tout ça, donc c'était un peu compliqué. Et donc du coup, pour me calmer un peu et tout ça, j'ai lu Bénigne et l'invasion des citrouilles. Donc c'est le tome 2 de Bénigne et l'école magique. Donc c'est vraiment des tout petits livres jeunesse, mais ça fait du bien. Je suis encore bibliothèque jeunesse, même si je lis beaucoup de romantaisie en ce moment. Donc ça, c'est la couverture du tome 1. Donc ce sont des premières lectures. Je pense vraiment qu'à partir de 8 ans, 7-8 ans, ça se lit très facilement. On a quand même de jolies illustrations, pleine page en début de chapitre. C'est l'histoire d'une petite sorcière et comme beaucoup de petites séries comme ça, chaque tome aura sa propre enquête. Donc là, c'est l'invasion des citrouilles. On va essayer de comprendre pourquoi des maisons se transforment en citrouilles, pourquoi des citrouilles tombent du ciel, pourquoi des personnes se transforment en citrouilles. Voilà, c'est vraiment très très drôle. Le seul truc que je ne comprends pas vraiment, c'est pourquoi il y a une jaquette. C'est étonnant. J'ai jamais vu ça chez Syros, mais bon, c'est peut-être une collection à part, c'est la collection de Moki. Mais voilà, ça, je le garde précieusement pour mon fils plus tard aussi. Et puis, je vais aussi m'acheter le tome 3. Le tome 3, je ne sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est avec des sirènes. Et il sort au mois de juin. Parce que, comme je vous dis, c'est toujours mon métier d'être bibliothécaire jeunesse, et puis j'aime toujours la jeunesse. C'est juste que là, avec ce que je lis en ce moment, qui est très porté sur l'adulte, j'ai du mal à vraiment m'intégrer dans un roman jeunesse, parce que je lis beaucoup trop d'adultes, et du coup de passer de trucs très très adultes à un vrai roman de jeunesse, c'est un peu plus compliqué. Parce que là, en jeunesse en soi, dans ma palle, j'ai celui-là que je dois lire. Et une trilogie quasi entière. Mais là, pour l'instant, j'ai pas envie de ça. Ça, c'est petit, c'est rapide, c'est complètement différent que de vraiment se plonger dans un roman à part entière. Ouais, c'est ça, c'est Bénigne et l'étrange classe de mer, le tome 3, et il sortira le 11 juin. Voilà, ça je continuerai à les prendre, mais aussi parce que, comme je dis, je fais mon petit fond de première lecture, là, pour mon fils plus tard, ça va arriver vite, hein, dans 3 ans, à l'allure où ça passe. Mais voilà, si vous, pour vos enfants, vous cherchez des petites histoires comme ça, de magie, avec des créatures et des extraterrestres, une école de magie, des profs qui peuvent se transformer, voilà, c'est vraiment très très cocooning. Pas de risque particulier. Ensuite, j'ai lu sur les trésors, les traces du fabuleux trésor des rois de France. Donc ça, c'est une série que je vais suivre ad vitam aeternam parce que c'est une richesse historique. Le premier tome, c'était sur les fabuleuses traces du trésor
bretons. Où est-ce qu'ils sont? Ah, ils sont là-haut. Et après, nous avons le tome 2 qui est le fabuleux trésor d'Aquitaine. Les reines d'Aquitaine. Et donc là, c'est sur les trésors des rois de France. Et donc, ce sont des romans historiques avec des personnages récurrents. Donc, nous avons 2 ados, dont l'un, son père, est réalisateur de films, souvent historiques, qui se déroulent dans des lieux historiques. Et à chaque fois, quand ils se rendent sur les lieux du tournage, soit ils voient des fantômes, soit ils ont des énigmes, ils font des recherches sur des trésors, et du coup, ils vont essayer de retrouver le trésor en question. Et donc là, ça va être sur le questionnement de où est passé le trésor des rois de France, le trésor qui a été accumulé en fait depuis la guerre de 100 ans, quand le roi d'Angleterre, pendant l'arrêt de la guerre de 100 ans, a emprisonné le roi de France, il avait demandé une rançon. Et cette rançon avait été divisée en 3 parts, sauf que le roi, entre-temps, est mort sur les terres anglaises. Et du coup, seulement 2 tiers du trésor a été envoyé en Angleterre. Et il cherche justement ce 3e tiers, ce dernier tiers, qui serait caché dans une abbaye. Et il va y avoir des fantômes, on va avoir le fantôme de Louis XVI, Louis XIV, Édouard III, et ils vont essayer de retrouver donc ce 3e tiers, mais surtout ils vont comprendre qu'en fait c'est le trésor de roi de France, tout simplement parce que ce trésor s'est enrichi en fait au fil des années, au fil des siècles, et c'est un secret qui s'est transmetté de roi en roi. Donc c'est vraiment un très très grand trésor. Ce sont des informations historiquement vraies. Après, ça a été légèrement romancé, mais tout s'appuie sur des faits concrets. À chaque fin de roman, vous avez un dossier documentaire qui vous parle des personnalités que l'on croise et ensuite qui vont vous parler du trésor en lui-même. Mais voilà, moi je trouve que cette série est vraiment géniale pour le côté enquête et surtout le côté historique où on apprend vraiment plein de choses. Voilà, je trouve que ça, c'est une série qu'il faut mettre entre les mains de tous les enfants, mais aussi de tous nous, adultes. C'est vrai que moi, je suis pas personnellement fan de l'histoire, de me lire des vrais livres d'histoire, mais sous forme comme ça, je trouve que c'est très bien, on assimile beaucoup mieux. Donc voilà, je me couche moins bête à chaque fois que je lis un de ces romans. J'espère qu'il y en aura un 4e et qu'il y en aura plein d'autres. Ensuite, j'ai lu 2 webtoons. Pourquoi il n'y est pas dans Trust My Twin? J'ai lu donc le tome 5 de Comment tuer la vilaine. Donc... j'ai eu un peu de mal à me remettre dans cette histoire parce que je me souvenais plus trop du tome 4, mais ça c'est ma faute. Mais parce que, du coup, vu que je lis les 2 webtoons en même temps, même si c'est pas vraiment les mêmes histoires et encore, je me confonds entre les deux à chaque fois, mais bon, après quelques pages, ça va, c'est vite revenu. Donc là, on est dans une histoire où une jeune fille se retrouve coincée dans son roman. Et là, je crois qu'on arrive vers la fin, il ne restera plus que 2 tomes. Donc c'est vrai que là, ça devient de plus en plus intéressant. Il va y avoir des voyages dans le temps, des révélations au niveau des sorcières, peut-être des nouvelles relations amoureuses, des questionnements sur la mort et sur la vie. Voilà, c'est plutôt bien. Donc elle s'appelle Eris, c'est une âme étrangère. Elle lisait ce roman et puis elle s'est retrouvée plongée dans ce roman à la place de la méchante, on va dire, de l'histoire. Et pour mourir, elle doit suivre un protocole bien spécial pour pouvoir retourner dans son monde à elle. Donc voilà, c'est plein de stratégies politiques, plein de stratégies magiques parfois. Et voilà, j'ai trouvé que c'était très très bien. Par contre, je crois que oui, c'est dans celui-là où ils préviennent dans le roman où il y a une tentative de VIOL. Donc il faut faire attention de ne pas le mettre entre toutes les mains. De toute façon, au chapitre où ça se produit, ils le disent en bas du chapitre. J'essaie de vous retrouver le chapitre. Je trouvais que c'était très très bien de faire ça, plutôt que de laisser la personne le découvrir, parce qu'on n'a pas tous les mêmes sensibilités. Je retrouve pas. Pourquoi je retrouve pas? Pourtant c'était vers là. Ah voilà. Voilà, là vous avez le petit trigger warning. Dans ce chapitre, il va se dérouler une scène de tentative de VOL. Voilà, donc j'ai trouvé que c'était très très bien. Ensuite, j'ai lu du coup le tome 4 de I Don't Trust My Twin. C'est vrai qu'entre les deux, celui-ci est mon préféré. On a 2 sœurs jumelles. Une est plutôt formée pour reprendre le pouvoir dans la famille, et l'autre est un petit peu mis de côté, toujours été mis de côté parce qu'elle était malade, etc. Et donc celle-ci a toujours voué une haine à sa grande sœur.
Et en fait, la jeune sœur va essayer de faire un coup tordu à la petite sœur. Va essayer de faire un grand coup tordu à la grande sœur. C'est pour ça que ça s'appelle I Don't Trust My Twin. Je ne fais pas confiance à ma jumelle. Et donc du coup, on va suivre l'histoire où la grande sœur va essayer de tout faire en sorte pour que la petite ne la trahisse pas et faire en sorte que ses plans n'aboutissent pas. Donc celui-ci me plaît beaucoup plus et j'ai beaucoup aimé, d'autant plus que, comme vous le voyez, nous avons un baiser qui était plutôt attendu au niveau depuis le tome 2, je suppose, parce que je trouvais que ces personnages allaient très bien ensemble. On est plutôt sur un Grumpy vs Sunshine qui est plutôt pas mal. Donc ça aussi, j'ai hâte d'avoir la suite. Au niveau des dates, le tome 5 sortira le 18 juin et celui-ci, le tome 6, sortira le 8 juillet. Donc voilà, cet été, je pourrais continuer cette série, même si celle-là me plaît beaucoup plus, parce que je trouve que c'est plus clair que Comment tuer la vilaine. Ensuite, j'ai fait un comeback. J'ai terminé Le Dernier Dragon de Helen Winter. Donc en fait, Helen Winter, j'avais déjà essayé de lire Le Dernier Dragon, donc qui est sa dernière sortie. Mais c'est vrai que c'était un petit peu trop green flag pour moi. Tout était trop lisse et tout gentil. Et c'était peut-être pas le moment. J'avais envie de bagarreuse, de remise en question, etc. Je voulais pas de personnes trop lisses comme ça. Et puis là, du coup, après avoir lu, Force Wing, après avoir lu La Reine Ardente et tout ça, La Reine sans couronne, je me suis dit, c'est bon, j'ai eu ma came en matière de danger, de bagarre, de fort caractère et tout, je peux me remettre dans Le Dernier Dragon. Et donc, je suis très contente d'avoir terminé ce livre, j'en étais quand même, je crois, à 40%, donc il m'en restait 60. Je l'ai terminé lundi dernier. J'ai beaucoup aimé du coup cette histoire, je lui ai mis un 4 sur 5, c'est pas un coup de cœur, mais j'ai beaucoup aimé cette lecture dans le sens où les personnages ont eu du coup un développement qui m'a beaucoup plus plu. On est sorti un petit peu de l'image de ces personnages trop lisses, trop doux, trop gentils, même si ça reste quand même beaucoup du green flag, on est beaucoup sur du consentement. On a une petite scène spicy qui est très mignonne et qui est très naturelle, dans une grande plaine verdoyante et tout, c'était très beau. Mais surtout, j'ai beaucoup aimé l'histoire qui tourne autour du dragon. On a une magnifique scène de bataille finale où notre héroïne se découvre une rage et une force de se battre incroyable. Et la loyauté de son cher et tendre. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce retour des dragons et tout, c'était vraiment génial. J'ai adoré cette histoire, voilà, j'ai adoré. 4 sur 5, c'est vraiment très bien, c'est juste pas un coup de cœur, c'est tout. Ensuite, j'ai enchaîné sur 2 lectures un petit peu bof. J'ai enchaîné du coup avec Frost de C.N. Crawford qui pour le coup a écrit Shadowfire que j'avais bien aimé. Là, on est sur un premier tome, donc c'est une duologie. Je m'étais préparée à lire le tome 2. Je l'avais même fait une story, puis au final, j'ai dit non. Parce que c'était une histoire qui ne m'a pas convaincue. Tout allait trop vite, la romance aussi, c'était un peu n'importe quoi, très cucugnonant. C'est sûr que c'est léger, ça prend pas la tête, mais ça embarque pas forcément. Je lui ai mis un 3. Ouais, j'avais même mis 3,5, mais en fait, avec le recul, ça mérite plus 3. Je continuerai pas, ça m'a vraiment pas plu, j'ai pas accroché au personnage, vraiment. J'ai lu d'autres séries qui m'ont beaucoup plus plu. Ouais, j'ai pas accroché. Donc on est sur une jeune fille qui a pourtant... Donc voilà, on n'est pas sur... comme dans Force Wing où elle a 21 piges. Mais elle va... sans forcément avoir son choix, participer à une espèce de course à la couronne pour le roi des failles, qui va être tournée sous forme de télé-réalité parce que tout va être filmé. Et elle va être désavantagée parce que toutes les autres concurrentes sont porteuses de pouvoir, donc beaucoup plus puissantes. Et elle, c'est une simple faillée avec très peu de magie, voire pas du tout. Et elle va passer un pacte avec le roi des failles, parce que le roi des failles, s'il tombe amoureux, il tue la personne dont il tombe amoureux. Et donc il s'est dit, il me faut une reine, parce que mon royaume périt, il me faut absolument une reine, donc il faut que je trouve une reine que je n'aimerais pas. Vous imaginez bien que il choisit Ava, il va se dire jamais je l'aimerai, elle a pas de manière, elle
elle parle comme une charretière, bon voilà. Elle n'a rien à voir d'une princesse, donc je pourrais pas tomber amoureuse d'elle. Sauf que vraiment, au bout de même pas 100 pages, c'est fini, on sait très bien comment ça va se terminer. Et surtout, on a une fin de tome qui va partir dans un tout autre registre. On va se rendre compte que cette jeune fille n'est pas ce qu'elle apparaît, elle est plutôt du côté de l'ennemi. Et bon, le tome 2, voilà, va aller dans ce sens-là, je pense. J'avais commencé à le lire, mais vraiment, ça m'avait fait vraiment chier. Du coup, j'ai pas continué, mais j'avais déjà deviné la suite, quoi. Donc vraiment, c'était pas dingue. Je vais le revendre. Ou si je n'arrive pas à le revendre, il partira en boîte à livres. Mais voilà, c'était vraiment pas dingue. Et dans la même lignée, j'ai lu le tome 3 de La Couronne du Dragon, donc le Trône du Dragon, de J. Bailey. Donc j'avais beaucoup aimé les 2 premiers tomes. Mais alors là, ce 3e, j'ai trouvé que c'était très très simple, très très mou. Et surtout, j'en avais marre de ces déclarations d'amour. Certes jolies, mais ils avaient tous la même, parce que c'est un harem inversé, donc elle se retrouve avec 5 compagnons, et les 5 lui disent exactement la même chose, elle réagit de la même manière. Moi j'aime bien les harems inversés, comme l'Académie Firestone, ou l'Académie Arrowheart, ou dans Kingwood Academy, où les personnalités sont très très différentes, donc l'amour est très différent, les déclarations ne sont pas forcément les mêmes, les sentiments et les ressentiments ne sont pas les mêmes non plus, et là c'était beaucoup trop lisse, tout le monde disait la même chose, et c'était nul, c'était vraiment nul, d'autant plus que l'héroïne, je trouve qu'elle n'avait aucun mérite dans ce tome 3, parce que dans ce tome 3, elle va devoir passer 4 épreuves pour sauver ces 4 rois dragons, le 5e n'en fait pas partie. Elle va devoir sauver ces 4 rois dragons, et en fait, chaque épreuve va se dérouler dans une cour de chacun des rois dragons. Donc, pour sauver son roi de l'air, elle va faire une épreuve dans le royaume de l'air, avec le roi de l'air. Et le bail, c'était, si tu réussis, tu repars avec lui, si tu ne réussis pas, il meurt. Voilà. Ok. Sauf qu'en fait, tout le monde, à chaque fois qu'elle réussit une épreuve, je vous dis pas qu'elle réussit toutes, mais elle va en réussir quelques-unes, on va lui dire « Waouh, t'es trop forte et tout, c'est génial, machin, tu t'es une battante. » Mais ce n'est pas elle, le problème. C'est pas elle qui gagne les épreuves, quoi. Et j'ai trouvé que c'était trop facilement gagné, trop lisse, tout le monde il est gentil, tout le monde il est fort, et tout le monde s'aime, et machin. Et les grands méchants, ils sont pas si méchants que ça, parce que du coup, il s'en va très très facilement. Enfin, je trouvais que c'était beaucoup trop, tout est facile. Tout était facile, et en plus il fait même pas 241 pages, donc vraiment c'était bâclé, quoi. J'ai envie de lui dire, ouais, en fait elle veut pas faire compliqué, juste... elle fait un truc facile et c'est terminé. Et le problème, c'est qu'il reste 2 tomes. Et le tome 4, on est reparti pour faire presque les mêmes choses que dans le tome 3. Donc, je ne sais pas. Là, l'heure actuelle, j'abandonnerai cette série. Mais, je verrai le début du tome 4, ce que ça donne. Et si vraiment, à la moitié du tome 4, c'est exactement pareil, là pour le coup, j'abandonnerai vraiment cette série, parce que c'est parti, voilà, c'est vraiment parti en bibrine, et c'était vraiment pas plaisant du tout. Ensuite, il reste 2 livres, 2 grosses surprises et 2 coups de cœur. Il s'agit du Pacte de l'ombre de Morgan Kerven. Donc là, c'est un problème parce que je ne trouve pas l'autrice. Je n'arrive pas à la trouver sur les réseaux sociaux. Je ne la trouve nulle part, donc je ne peux pas lui faire de pub. Je ne peux pas voir des infos si va y avoir un tome 2 ou pas, parce que sur la couverture du tome 1, on est bien sur un tome 2, et puis même vu la fin du tome 1, il y a forcément une suite. Ça peut pas se terminer comme ça. Ouais, ça ne peut pas. C'est même pas une fin ouverte. Il n'y a pas de fin. Et donc ce tome 1 est sorti en décembre 2025, donc je suppose que le tome 2 ne sortira pas de suite, mais on n'a aucun moyen de savoir des infos sur elle. Vraiment, elle est nulle part.
Babelio, il y a rien, il n'y a pas de site. Instagram, il n'y a rien. Facebook, il n'y a rien, je ne sais pas. Si vous la connaissez, je ne sais pas. Mais je ne la trouve nulle part. Enfin bon, c'est très dommage parce que c'est un très très bon livre. Donc, nous allons être dans un royaume où les porteurs d'ombre, donc c'est un pouvoir qui est sombre, hein, qui manie les ombres et tout, vont être chassés par la royauté, par les porteurs de lumière. Donc ça va vraiment être la lumière contre les ombres. Hein. Et tous ceux qui sont mages d'ombre sont exécutés, tout simplement. Et nous allons suivre une jeune fille qui a réussi à survivre et qui se cache, du coup, avec la révolution des ombres. Et puis, on va avoir le grand général qui a malheureusement conduit la plupart des exécutions et des descentes dans les villages, etc. Donc, responsable de la plupart des destructions, mais qui, au final, joue un double jeu. Le roi de ce royaume va décider de marier ce général à une mage de l'ombre sans savoir que c'est une mage de l'ombre, mais c'est juste voilà le peuple déchu là, pour forger une alliance, montrer au royaume qu'il y a une entente entre tout le monde, que les rancœurs sont passées, etc. Machin. Donc c'est un mariage arrangé entre ce général et cette jeune fille. Sauf que cette jeune fille, c'est une mage de l'ombre. Et ils vont devoir faire en sorte que ce mariage fonctionne pour le bien-être du royaume. Sauf qu'elle va forcément aussi avoir un double jeu, lui aussi il va en avoir un. Et puis les intérêts vont converger et il va y avoir un pacte de l'ombre. C'est-à-dire que si l'un meurt, l'autre meurt. Si l'un souffre, l'autre souffre. Et une espèce de romance va être en plein milieu de tout ça. Une romance qui va être assez rapide et fusionnelle, mais de par le fait que chacun ressent les émotions de l'autre. Donc forcément, ça facilite les choses. Parce que l'autre ressent quand l'autre veut l'embrasser, ou le désire, ou l'aime, machin. Donc forcément, ça va un peu plus vite que s'il y avait rien, et que là, c'est soit tu le sais parce qu'il te le dit, soit parce qu'il y a des signes, etc. Là, il n'y a pas moyen de cacher, même s'ils mettent des barrières, c'est quand même un pacte qui est assez puissant au niveau magie. Et donc, même s'il y a cette romance, il y a peut-être, je crois, juste... Il n'y a même pas une scène spicy parce qu'il y a des débuts, si vous voulez, mais à chaque fois, ils ont été interrompus. Et donc, c'est assez frustrant, autant pour nous que pour eux, surtout. Mais elle ne prend pas toute la place. Chacun va avoir ses propres objectifs. Ils vont diverger au niveau de savoir s'il faut faire une révolution ou pas. Et donc, j'ai beaucoup aimé parce que là, du coup, comparé à Iron Flame, même s'il y a eu, à un moment donné, une trahison, parce que chacun défend son point de vue, même s'il y a eu une trahison entre les deux, ils ont su prendre du recul et comprendre pourquoi chacun a trahi l'autre et ils ont pu travailler ensemble. Et ils n'ont pas passé des heures à essayer de se parler, de s'expliquer, tes secrets, machin. Non, ils ont pris du recul, ils ont vu les faits. Et moi j'ai fait ça parce qu'il faut pas qu'ils arrivent ça, et moi j'ai fait ça parce que je veux qu'il se passe ça, ok, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les deux convergent, on fait ça, terminé. Et c'était vraiment une relation qui était à la base toxique parce qu'ils ont été forcés, mais après c'est devenu un petit peu plus fluide et un peu plus green flag. Et surtout, on va découvrir que ce général n'est peut-être pas... déjà, il joue double jeu, mais il est peut-être plus que ce qu'on peut dire de lui. Donc, c'est vraiment une histoire qui était vraiment super intéressante. Toute l'histoire est assez sombre quand même. Hein. C'est comme si on lisait une histoire qui parle des sorcières de Salem. C'est la même chasse aux sorcières, les mêmes éléments, les bûchers, le feu, tout le temps le feu, la fumée, le sombre, etc. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et vraiment, ce premier tome se termine on va dire vraiment au tout début d'une guerre. Donc rien n'est résolu, rien n'est répondu. On ne sait même pas si l'un va survivre. Donc il nous faut un tome 2. Il nous faut un tome 2 et malheureusement, vu que je n'arrive pas à trouver sur les réseaux, je suis incapable de vous dire s'il y aura une suite. Et ça m'attriste un peu parce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est un coup de cœur. Ensuite, le dernier livre, qui était lui aussi un coup de cœur, et pourtant c'était un petit peu mal parti au début, il s'agit de House of Ash and Shadow, le premier tome de Gilded City de Leah Stone. Donc Leah Stone, j'ai lu le premier tome de The Dragon Cavalier ? Non, The King Dragon Cavalier, je crois. Ouais, c'est ça, King of Cavalier. Et le premier tome, c'était Last Dragon King. J'ai fait un mélange entre les deux. Donc j'avais bien aimé The Last Dragon King, donc je me suis dit je vais réessayer Leah Stone. Et donc ce livre-là, Gilded City, était vachement mieux que The Last Dragon King. C'était beaucoup plus mature,
On a une héroïne qui est du coup qui a été adoptée, qui a été laissée pour abandonner parce qu'elle est maudite. Quelqu'un la touche, elle souffre le martyre. Donc vous allez me dire, elle ne met pas en danger les gens. Au contraire, c'est quelque chose dont les autres pourraient se servir contre elle. Mais c'est une malédiction dans le sens pour elle où elle ne connaîtra jamais l'amour, elle ne connaîtra jamais ce que c'est d'être embrassée, même par son père, ne pourra jamais s'habiller correctement, ne pourra jamais laisser ses cheveux, parce que même si on touche ses cheveux, ça lui fait une douleur immense. Et elle fait partie d'une communauté, donc Isaria, où ce sont les Fae qui n'ont aucune magie, qui sont sans magie ou très très faible magie, et ils ont une ville rien que pour eux. Ils sont mis de côté, voilà, c'est vraiment les rebuts de la société. Jusqu'au jour où son père sa vie va être mise en danger, elle va devoir franchir les barrières du royaume étincelant, donc là aussi on parle de lumière, où se trouvent les plus grands soigneurs, la reine avec ses futurs héritiers, machin, bon, voilà, le golden, quoi. Et même, du coup, dans ce royaume, il y a les quartiers ouest, où il y a les Fae moins puissants, mais ils sont quand même au sein du royaume, ils sont pas comme elle, vraiment à 3 heures du royaume, quoi. Donc son père est en danger, elle va se rendre dans ce royaume pour aller chercher un soigneur, parce qu'on lui a dit, à l'académie des soigneurs, ceux qui ne sont pas encore diplômés peuvent donner des soins gratuitement pour leur faire avancer leur cursus. Donc elle y va, elle trouve un soigneur, elle l'emmène, il arrive peut-être ou pas à soigner son père, et malencontreusement, ce soigneur va la toucher, et elle se rend compte qu'elle n'a eu aucune souffrance. Ce qui est bizarre du coup, pourquoi lui peut la toucher et pas d'autres personnes. Et donc, cet homme-là va, lui, quant à lui, voir en cette personne énormément de pouvoir. Donc, par différents procédés, elle et son père vont se retrouver, être mutés dans le quartier ouest, donc au sein du royaume, mais dans le quartier quand même un peu plus pauvre. Donc, elle va du coup aménager là-bas, et de fait, elle va aussi entrer dans l'académie de magie. Académie où elle va apprendre énormément de choses sur son passé, notamment sur sa maman qui est très très vilaine, qui a fait de très très mauvaises choses, et donc du coup, elle va être vraiment harcelée à cause des méfaits de sa mère par beaucoup de personnes, sauf on va dire 2 personnes qui sont vraiment très très lumineuses, Eden et Aiden, et on va avoir un autre personnage qui va être un petit peu plus grincheux et beaucoup plus dur avec elle, et vous verrez ensuite, mais voilà, il y a une espèce de petit triangle amoureux quand même, il faut se dire, entre elle et les 2 héritiers du royaume, donc entre les 2 princes, donc le grincheux et le gentil. Et voilà, mais au-delà de ça, j'ai beaucoup aimé, parce qu'il arrive des événements où elle va devoir faire preuve de courage et de force, parce que cette magie qu'elle a en elle, donc c'est la maison des cendres et des ombres, donc la plus mauvaise des maisons qui puisse exister, vraiment, imaginez Voldemort, la lignée des Gédusors, c'est exactement la même chose qui lui arrive. Elle hérite de pouvoirs très très sombres, des pouvoirs qui font peur, mais malheureusement des pouvoirs qui peuvent servir pour lutter contre le mal, hein, le feu contre le feu. Et le problème, c'est que si elle ne gère pas cette magie, elle peut très vite tomber dans les ténèbres et finir comme sa mère. Et donc du coup, on va avoir un personnage qui va être totalement l'opposé de ça, mais qui à tout moment peut flancher. Et d'ailleurs, à la fin du tome, on se pose la question. Et j'ai bien aimé cette petite suspense, cette petite tension là, où on se demande si oui ou non elle va basculer. Et j'ai beaucoup aimé cette histoire. On a du coup, comme je vous dis, un triangle amoureux, elle va faire un choix, sauf que ce choix-là va arriver un peu trop tard, et du coup, ça s'arrête là. De ce que j'ai vu, c'est une trilogie. Et c'est un livre qui n'a été édité qu'au format numérique. Il n'existe pas au format papier. Et de ce que j'ai vu, donc c'est une trilogie, sauf que je n'ai pas encore d'infos pour la suite. Sauf que cette suite, eh bien, je la veux vraiment beaucoup, parce que là aussi, c'était vraiment très très intéressant. Beaucoup de bonnes choses qui sont là-dedans. On a une bonne dynamique entre tous les personnages. On a aussi tout un côté historique qui est vraiment super intéressant à développer. Voilà, c'est une trilogie.
Et voilà, c'était vraiment très très bien, surtout le nouvel arc qui se profile à la fin du tome, là, la fin du tome 1, ça peut prévoir que de très très bonnes choses. Donc j'espère que ça sera traduit, qu'on aura le tome 2 cette année, parce que vraiment c'était une très très bonne histoire, beaucoup plus que The Last Dragon King. Voilà, même si le personnage peut vous paraître un petit peu lisse, elle va se développer, elle va se remettre un petit peu en question, des côtés un peu sombres vont surgir, et voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment très très bien. Vraiment, vraiment, j'ai adoré, pour le coup, j'ai pas fait défiler des pages ou autre, tout était très bien, il n'y a pas de description superflue. Voilà, c'était bien. C'est quand même pas un tome où il se passe énormément de choses, mais c'est normal. Elle découvre un nouveau monde, elle découvre une nouvelle académie, elle découvre ses pouvoirs, elle découvre l'histoire de sa famille. Elle va devoir s'habituer à habiter dans une vraie maison avec un frigo. Ils savait même pas comment ça fonctionnait des toilettes. Elle va apprendre à se lier d'amitié, à s'ouvrir, à découvrir d'autres trucs. Et puis au final, il va y avoir 2 attaques qui vont arriver, donc ça va être assez fulgurant, et elle va être perdue, et puis heureusement qu'elle a des personnes qui sont quand même assez saines autour d'elle. Eden, je l'ai vraiment beaucoup aimé, c'est une très très bonne amie, et surtout on a aussi un professeur qui est vraiment très très touchant et très à l'écoute. Donc vraiment, tout est bon. Tout est bon dans cette histoire, je peux que vous la recommander si vous avez la possibilité de lire sur liseuse. Voilà, écoutez, ce premier update lecture est terminé. Je vous ai présenté quand même 14 livres, hein, c'est pas rien. Mais je pense que la fin du mois de mars sera intéressante, dans le sens où là, il me reste à lire, du coup, Onyx Storm, Le Prince de l'Autre Monde, Beast of the Briar, donc c'est Bonded by Thorn, Hadès et Perséphone, le tome 2, A Dawn of Onyx, L'Empire des Monstres et Faille de la Flamme Maudite. Donc il me reste 7 livres pour finir mars. Ça peut être intéressant à la fin du mois, ce qu'on a vu. Et puis là, c'est 7 livres, mais je pense que peut-être que je pourrais en lire d'autres, je sais pas. Mais voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez appris plein de choses. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos.